La vague est là, le président En Marche a désormais dans ses pas une majorité absolue, 350 élus, dont 42 MoDem. La République En Marche pourrait donc en théorie se passer de ses alliés. Deuxième force à l'Assemblée, vous le voyez, les Républicains qui limitent les dégâts avec 113 élus contre 199 sortants, 18 UDI à leur côté. La chute s'est confirmée pour la majorité sortante, elle est bien vertigineuse, 10 fois moins d'élus pour le PS, 29 sièges. 43 avec ses alliés. En revanche, le pari est gagné pour la France insoumise, 17 députés, le seuil pour un groupe dépassé donc, et 10 élus PC qui pourraient s'y ajouter. Enfin, vous le voyez, 8 élus FN, c'est 4 fois plus qu'il y a 5 ans, mieux qu'annoncé, on y reviendra en détail. Mais d'abord, intéressons-nous de près aux grands vainqueurs, La République En Marche et l'exécutif. Grand chelem pour les ministres candidats hier, à l'image de Mounir Mahjoubi, élu de peu tout de même dans la 16e circonscription de Paris. On va peut-être voir la joie du secrétaire d'État au numérique dans le 19e arrondissement. En tout cas, ses collègues Annick Girardin, Bruno Le Maire, Christophe Castaner, Richard Ferrand et Marielle de Sarnez sont bien là aussi. On le voit ici, le secrétaire d'État élu dans la 16e circonscription de Paris. Tous restent au gouvernement, même si celui-ci va démissionner dans la journée, comme d'usage, confirme ce matin son porte-parole Christophe Castaner. Un remaniement technique et limité suivra. De nombreux visages, en revanche, à l'Assemblée, notamment au sein de la majorité. Ils vont débarquer au fil des heures au Palais Bourbon. Parmi les plus matinales ici, c'est Naïma Mouchou, fraîchement élue pour La République En Marche dans le Val d'Oise. Marie Lebec, 26 ans, elle faisait un détour sur notre plateau ce matin avant de découvrir son nouveau lieu de travail. C'est vrai que j'ai pas un parcours de vie ou un parcours professionnel qui soit très long. J'ai que 26 ans, je peux pas le nier. Ça c'est indéniable. Mais non, je pense que la compétence, elle vient aussi parce que vous travaillez. La considération, elle vient parce que vous savez écouter, vous savez apprendre. Effectivement, je ressens aussi la pression un petit peu maintenant d'être élu, des responsabilités qui m'attendent. Et d'ailleurs, c'était dans tous les messages de félicitations. Bravo, il y a beaucoup de travail. Et volontairement en retrait dans cette campagne, Emmanuel Macron a évidemment suivi de près cette course législative et les résultats hier soir. Il inaugure ce matin le salon du Bourget et vous le suivez, Alison Tassin, majorité absolue, ministre tous élus, Paris réussi, le quinquennat peut prendre son envol. Pour l'instant, c'est plutôt son atterrissage qui est en train d'effectuer Emmanuel Macron. Vous le voyez sur ces images de Benjamin Le Souef. Le président de la République est en train d'arriver au Bourget à bord d'un A400M. Emmanuel Macron qui poursuit son programme, qui n'a rien changé par rapport à ses résultats aux législatives. Il doit notamment rencontrer aujourd'hui Thomas Pesquet sur ce salon du Bourget et passer une bonne partie de la journée. Vous l'avez dit, il y aura un remaniement dans les jours à venir, une démission du gouvernement. Mais ça, c'est la tâche de Matignon. C'est ce à quoi s'évertue depuis le début le président de la République, déléguer un maximum pour prendre de la hauteur. Mais ce gouvernement, il sera bien obligé de s'y impliquer, Emmanuel Macron, puisqu'il pourrait y avoir l'entrée de 4 à 6 nouveaux secrétaires d'État. Et on parle notamment de visage de droite. On le sait, Emmanuel Macron, lors de la composition du premier gouvernement, avait vraiment mis sa patte. Et donc, on s'attend à ce que le président de la République, en concertation avec son Premier ministre, fasse des choix qui vont évidemment être stratégiques avec cette nouvelle majorité. Et on attend donc l'arrivée imminente du chef de l'État, cette porte qui va s'ouvrir. Il est venu en avion ce matin, Emmanuel Macron, pour ce salon du Bourget, Alison. Oui, tout à fait. Un avion qu'il a voulu mettre en valeur. Il a décollé de cet aéroport de Villacoublay, aéroport évidemment présidentiel de là où décollent les avions. Et donc, il arrive actuellement, Emmanuel Macron. C'est un A400M Atlas. C'est un avion militaire de combat. Alors, il a été beaucoup critiqué à cause de son surcoût, mais il est très pratique, notamment pour les opérations militaires. Il est par exemple capable d'emporter un hélicoptère, de faire l'aller-retour en une journée, d'emmener un hélicoptère au Mali. Et ça, ce sont évidemment des forces qui sont très importantes, très précieuses, surtout lorsque l'armée française est engagée sur le terrain. On l'a vu ces derniers temps, Emmanuel Macron qui s'investit beaucoup sur le terrain militaire en tant que chef des armées. Et bien c'est pour ça aujourd'hui qu'il a tenu à venir avec cet avion, cet Airbus A400M. Donc il est à bord avec 10 dirigeants de PME, 10 salariés de PME, parce que c'est cela aussi que le président de la République va mettre aussi en avant aujourd'hui lors de cette journée du Bourget. Il y a bien sûr les grands constructeurs
constructeurs. Mais l'innovation, elle se fera aussi par ces petites et moyennes entreprises qui composent l'aérien et le domaine aéronautique français. Voilà qui est arrivé ici sur le parvis avec ses équipes. On aperçoit également, je crois, la ministre des Armées à ses côtés. Oui, tout à fait. Sylvie Goulard, qui est également présente, ministre des Armées, elle était également aux côtés d'Emmanuel Macron hier. Elle est évidemment présente aujourd'hui car l'aéronautique, ça se fait aussi bien sur le plan civil que sur le plan militaire et c'est pour ça que Sylvie Goulard est présente aujourd'hui. Il y aura un temps fort quand même de cette rencontre lorsque Thomas Pesquet avait atterri, on s'en souvient, au Kazakhstan il y a quelques jours. Eh bien, Emmanuel Macron lui avait donné rendez-vous aujourd'hui au Bourget. Il y aura cette rencontre tout à l'heure, notamment au niveau du stand du CNES, bien sûr. Et Emmanuel Macron et Thomas Pesquet se parleront donc de visu puisqu'ils s'étaient parlé via téléphone interposé et donc ils se rencontreront tout à l'heure. Ça va être une longue journée, une longue matinée pour le président de la République avec à l'issue un déjeuner avec toujours ces petites et moyennes entreprises dont je vous parlais. En tout cas, c'est l'innovation qu'Emmanuel Macron va vouloir mettre en avant. Emmanuel Macron qui est en train d'arriver donc pour saluer les personnalités qui sont présentes ici à ce salon du Bourget. Un salon du Bourget qui commence aujourd'hui, qui est inauguré aujourd'hui. L'ouverture au grand public, elle se fera ce week-end. On continue à suivre le président qui vient d'atterrir dans son avion. Il a fait le voyage de Villacoublay au Bourget en avion pour venir ici. Qu'est-ce qu'il attend dans les prochains jours, Emmanuel Macron, après avoir acquis donc cette majorité absolue à l'Assemblée ? Emmanuel Macron, il continue son agenda de président de la République pour prendre de la hauteur. Il a notamment, on l'a vu beaucoup sur la question de l'international dans cette entre-deux tours de législative. Ça sera le cas aussi ce soir avec un dîner de travail avec le roi de Jordanie, Abdallah II, et son épouse qui sont reçus ce soir à l'Elysée. Et puis il y aura aussi un dîner de rupture du jeûne mardi. En tout cas, toujours la réception des ministres. Également aussi le prince héritier d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, qui seront reçus en fin de semaine. Emmanuel Macron qui a aussi un gros rendez-vous cette semaine, c'est évidemment le Conseil européen au cours duquel on va parler Brexit. On le sait, avec ce contexte évidemment encore une fois terroriste, il y aura aussi cette lutte contre le terrorisme qui sera abordée à Bruxelles, mais aussi la question du Brexit. Emmanuel Macron est partisan d'un Brexit rapide, même s'il veut continuer les relations avec Theresa May, avec le partenaire britannique. Évidemment, ce sera un premier rendez-vous assez important. On avait vu Emmanuel Macron au G7, on l'avait vu aussi au sommet de l'OTAN, mais le Conseil européen, l'Europe, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur et il va devoir imprimer sa marque dès les premiers jours, dès jeudi, donc avec ce Conseil européen qui se déroule bien évidemment à Bruxelles. Des rendez-vous internationaux, évidemment, ce rendez-vous avec les professionnels de l'aéronautique ce matin. Mais on le sait, Alison, le président volontairement en retrait, je le disais, il a suivi de très près cette campagne. Oui, il a suivi de très près cette campagne et aussi cette soirée électorale. Comme la semaine dernière, il était à l'Elysée, Emmanuel Macron, hier soir, et il a invité ceux qu'il pouvait à venir directement à l'Elysée pour regarder ce scrutin, ces annonces de résultats. Évidemment, la semaine dernière, c'était une annonce très large. Au final, il y a un peu moins de députés que ce qu'annonçaient effectivement les sondages. C'était un peu une pointe de déception, disait-on, du côté de l'entourage du président de la République, même si il craignait aussi une majorité trop large, ce côté monoparti. D'ailleurs, il l'avait lui-même exprimé pendant la campagne. Il voulait quelque chose d'assez varié à l'Assemblée nationale et donc il a suivi de près cela dès hier soir. Il a évidemment été entretenu avec Édouard Philippe, son Premier ministre, avec qui il est en contact permanent, nous dit-on, du côté de l'Elysée. En tout cas, Emmanuel Macron ne parlera pas aujourd'hui, normalement, a priori, n'a pas prévu de prendre la parole sur ces législatives comme il l'avait fait après le premier tour. Le président de la République reste muet sur ces sujets, prend de la hauteur, essaye de s'occuper de l'international. Il a notamment rendu hommage ce matin sur Twitter aux victimes, cette attaque qui a eu lieu à Londres hier avec cette Française qui a été tuée à Bogota. Ce sont ces sujets-là dont Emmanuel Macron veut se préoccuper. Il était la semaine dernière au Maroc et il sera donc cette semaine avec d'autres réceptions encore qui seront en cours. Mais le président de la République a décidé réellement de laisser Édouard Philippe s'occuper
s'occuper de la politique intérieure, de la politique du gouvernement. Ce sera d'ailleurs, on se doute quand même qu'Emmanuel Macron jettera un petit coup d'œil au discours de politique générale qui sera prononcé début juillet par le Premier ministre. Mais effectivement, c'est un sujet, la politique intérieure, la législative, l'Assemblée nationale, ce sont des sujets qui incombent au chef de majorité, qui est le Premier ministre Édouard Philippe. Mais dans ces prochains jours, il y a évidemment ce remaniement technique qu'on annonce. On imagine qu'il y mettra sa patte pour poursuivre son œuvre et asseoir encore sa majorité. On évoque 4 à 6 nouveaux secrétaires d'État dans ce gouvernement. Évidemment, c'est une hypothèse car rien n'est jamais sûr avec Emmanuel Macron qui aura quand même à cœur de garder ce gouvernement équilibré entre hommes et femmes. On a vu beaucoup de femmes sont entrées à l'Assemblée nationale, des personnalités de la société civile. Ça aussi, Emmanuel Macron y avait fait très attention lors de la formation de son premier gouvernement. Il va donc falloir discuter. Et puis vous vous en souvenez peut-être, l'annonce du gouvernement avait été retardée de 24 heures à cause de vérifications supplémentaires. Et là aussi, ça risque de prendre du temps, même si les personnalités seront moins nombreuses. Il faut les choisir. Ce sera une nouvelle annonce, une nouvelle entrée. Et là aussi, ce sera un message de politique évidemment important. Le président de la République va donc veiller avec son Premier ministre à choisir ses personnalités. La droite obtient plus de sièges que prévu. Sera peut-être obligé, Emmanuel Macron, de faire entrer dans ce gouvernement d'autres personnalités de droite, même s'il faut veiller à maintenir cet équilibre. Et c'est évidemment loin d'être évident lorsque on a une majorité de 360, de plus de 360 députés. Effectivement, Emmanuel Macron va regarder tout cela avec attention. Et puis, ça sera aussi l'occasion, cette semaine, d'un séminaire pour son parti En Marche, de formation de ces nouveaux députés. Et ça aussi, Emmanuel Macron, il va regarder tout ça avec attention, parce que même si le parti n'y est plus président depuis un petit moment déjà, depuis qu'il a été nommé élu président de la République, eh bien, il garde quand même un œil sur ce parti En Marche. Et donc, eh bien, Emmanuel Macron va aussi regarder cela de très près avec ces nouvelles personnalités qui rentrent à l'Assemblée nationale, et donc ces nouvelles personnalités qui rentreront aussi au gouvernement. Nous gardons un œil sur ce salon du Bourget, sur cet avion. Rappelons qu'il est venu en avion de Villacoublay, qui est tout proche, évidemment, encore un symbole fort pour le chef de l'État. Même si c'est une tradition pour les présidents de la République de venir ici en avion pour évidemment mettre en avant, incarner en quelque sorte cette aviation et cette aviation et évidemment ce côté réussite de la France dans ce domaine, ce constructeur européen Airbus qui est notamment basé à Toulouse. Et puis habituellement aussi, ce salon, c'est aussi l'occasion d'annonces. On s'en souvient, par exemple en 2015, Airbus avait annoncé 13 milliards d'euros de contrats, 4 milliards d'euros pour Boeing. Et bien, ce sont ce genre d'événements aussi qu'il faut mettre en avant pour le président de la République. La réussite économique est évidemment très importante, mais cet avion qu'il a choisi, Emmanuel Macron, c'était un avion militaire. Et encore une fois, par exemple, lors de son défilé aux Champs-Élysées, après la passation de pouvoir, il avait choisi un véhicule militaire. Emmanuel Macron, il cherche vraiment à ancrer son image de chef des armées. Ça, c'est très présent. Il avait fait un déplacement aussi auprès des militaires hospitalisés en région parisienne après sa passation de pouvoir. Il avait rendu visite à ces militaires. Eh bien, Emmanuel Macron, vous le voyez, il a encore choisi un symbole militaire fort pour son arrivée au Bourget. On l'a suivi avec vous hier, Alison. Il avait tenu en ce jour d'élection à se rendre à l'anniversaire du 18 juin 1940. Oui, tout à fait. Hier, Emmanuel Macron rendait hommage aux fusillés qui étaient tombés lors de la Seconde Guerre mondiale, mémorial qui est à Suresnes, le mémorial du Mont Valérien, alors qu'un défilé aérien est actuellement en train de se produire. Là aussi, c'est le prestige de la France avec la patrouille de France et cet Airbus aussi qui passe sous les yeux des visiteurs et du président de la République, cet Airbus A380 qui est aussi
une fierté française, une fierté du constructeur français qui effectue donc une parade. Ça, c'est le deuxième événement au programme de l'agenda du président de la République. Mais effectivement, Emmanuel Macron, hier, était encore en train de rendre hommage aussi à l'histoire. Ce sont deux paramètres importants de caractère, de définition très importante dans le caractère d'Emmanuel Macron, en tout cas dans ce qu'il veut impulser en tant que président de la République. Les images encore d'apparat de cette patrouille de France qu'on a vue dans le ciel. Le chef de l'État, là, il est en train de partir vers les allées du salon. Il y aura une rencontre, vous nous le disiez tout à l'heure, une rencontre assez particulière avec un homme qu'on a suivi depuis l'espace pendant des mois. Thomas Pesquet, là aussi c'est la fierté de la France qui est à nouveau une fois incarnée. Thomas Pesquet, il était ce Français dans l'espace qui faisait vivre et vibrer aussi tous les Français lors de ses publications de photos. On a vu beaucoup de photos de la France dans les airs, dans l'espace. Et bien Emmanuel Macron l'a suivi aussi. Il n'était pas encore président. D'ailleurs, il l'a fait remarquer lorsqu'il a pris la parole, lorsque les deux hommes ont échangé par téléphone interposé lors de l'atterrissage de Thomas Pesquet au Kazakhstan. Emmanuel Macron lui a dit il y a beaucoup de choses qui ont changé entre-temps ici. On vous expliquera. Eh bien, ce sera l'occasion pour Emmanuel Macron de lui expliquer à Thomas Pesquet qu'effectivement, entre-temps, pendant les plus de 6 mois qu'a passé Emmanuel Macron Thomas Pesquet dans l'espace, eh bien Emmanuel Macron a été élu entre-temps président de la République. Il a mené cette campagne et il a été élu. Ce sera sans doute l'objet de cet échange tout à l'heure entre les deux hommes. En tout cas, ça avait été une des fiertés aussi pour Emmanuel Macron parce que la recherche, l'enseignement supérieur, la recherche internationale, ce sont aussi des thématiques qu'il a voulu mettre en avant. On se souvient, il y a eu cet appel aux chercheurs, cet appel à venir en France pour tous les chercheurs, que ce soit dans le domaine de l'environnement, mais aussi plus largement dans l'innovation, dans la nouvelle technologie. Il y a un passeport qui a été créé, un visa, pour que à l'international, tous les chercheurs, tout ce qui peut être innovation, que ce soit dans le vert ou tout simplement dans l'innovation pour la technologie, puissent venir en France pendant 4 ans pour pouvoir faire progresser aussi, limiter en tout cas ces départs à l'étranger de chercheurs. On le sait, c'est quelque chose qui a beaucoup impacté la France ces dernières années. Et bien avec l'élection notamment de Donald Trump et son retrait de cet accord de la COP21, Emmanuel Macron cherche à récupérer ces chercheurs venus de l'étranger, ces chercheurs américains, mais aussi d'autres pays, à faire en sorte que la France devienne un territoire attractif pour ces chercheurs et pour faire de la France à la fois une industrie de pointe et une économie de pointe dans l'écologie verte, mais aussi dans l'innovation, dans les PME. De déambuler dans les allées, on imagine, Alison, qu'il est comme nous, le président, en ce moment en train de regarder, d'admirer cette démonstration dans le ciel du Bourget. Vous le voyez, cette démonstration assez impressionnante de cet hélicoptère qui effectue des loopings sur cette piste du Bourget. Ça fait partie, là encore, de la démonstration. Il y a beaucoup de personnes qui sont présentes, beaucoup de personnalités de l'armée, des armées françaises, mais aussi étrangères, qui sont en train d'assister à ce défilé aérien. C'est encore une fois, là aussi, la démonstration de ce que peut être la France. Alors, dans cette patrouille, vous avez vu passer l'A380, il y aura aussi cet hélicoptère que vous avez vu, c'est le NH90 Caïman. Il y a beaucoup effectivement d'avions, d'hélicoptères, en tout cas d'aéronautique de pointe qui sont montrés évidemment ici parce que le Salon du Bourget, c'est un endroit de démonstration, mais c'est aussi un endroit de vente, de commerce, et effectivement il y a la possibilité pour les armées étrangères, pour les pays étrangers, d'acheter ensuite, d'investir. On se souvient notamment du Rafale qui va lui aussi défiler sous nos yeux dans quelques instants. Ça font partie des choses qui effectivement doivent être mises en avant pour pouvoir être vendues et faire encore une fois la fierté de la France à l'étranger, mais aussi pouvoir rapporter de l'argent dans les caisses effectivement des différentes industries et aussi de l'État. Et justement, c'était une des réussites qui avait été mise au crédit, au bilan de François Hollande et de son ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Là, il s'inscrit dans la continuité quand même de ce quinquennat, en reprenant Jean-Yves Le Drian et en poursuivant cette politique.
ça fait effectivement une grande réussite de Jean-Yves Le Drian et là il est passé du côté du ministère des Affaires étrangères et européennes, mais c'est évidemment un dossier qu'il gardera sous les yeux. Sylvie Goulard, elle aussi, en tant que ministre des Armées, aura à se préoccuper de ce dossier du Rafale. En tout cas, ce sera évidemment là aussi l'objet de discussion lors de cette visite d'Emmanuel Macron au Bourget. Mais je vous le disais, c'est aussi les petites sociétés, les sous-traitants notamment d'Airbus, qui seront mis en avant par le président de la République aujourd'hui, aussi bien les aviations, les métiers, les innovations de l'air, les start-up. Là encore, Emmanuel Macron, la semaine dernière, était au rendez-vous pour l'innovation des start-up. Aujourd'hui encore, il le fera en sorte de mettre en avant, on le sait, le passage d'un président de la République, c'est aussi un coup de projecteur sur les différents stands, les différentes choses qui peuvent être mises en avant. C'est évidemment toujours un choix pour l'Élysée que de s'arrêter à tel ou tel stand. Et Emmanuel Macron a vraiment décidé d'angler cette fois sa visite sur la visite des PME. Puis il y aura tout de même une visite du stand des armées. Là encore, ce sera sur le thème du futur, de l'innovation, avec la présence de PME. Mais c'est aussi l'occasion, une nouvelle fois, de mettre l'armée en avant, l'armée française en avant. Et rappelons qu'il n'est pas venu seul aujourd'hui dans cet important avion qu'on a vu atterrir tout à l'heure, Emmanuel Macron. C'est accompagné de personnalités, 10 dirigeants de PME et 10 salariés de ces PME. Alors ce n'est pas un avion de transport commode, cette A400M, mais pourtant il a pu emmener à bord ses représentants. Là aussi c'est un message très, très important. Emmanuel Macron qui est aussi accompagné lors de ses visites par évidemment le président de ce salon, le président de GIFAS, qui vont tout au long de ce salon l'accompagner, lui expliquer, et on le sait, ça peut durer longtemps. Emmanuel Macron, lorsqu'il est présent à un salon, déjà au salon de l'agriculture, il avait pris son temps lorsqu'il était candidat. Au salon Vivatech la semaine dernière, il a aussi pris son temps. Et à chaque fois, Emmanuel Macron, il aime bien comprendre, discuter avec les gens avec qui il échange. Et Emmanuel Macron, sans doute aujourd'hui, va encore passer du temps dans ce salon. Il y a des horaires théoriques qui sont affichés. Il y a un déjeuner. L'horaire était fixé à 13h. Et bien l'Élysée, dans sa nouvelle communication, a fait en sorte de ne plus mettre d'horaire, le maître des horloges, donc prendra son temps ici. Il a juste un rendez-vous ce soir à 19h avec le roi de Jordanie, mais en attendant, Emmanuel Macron, il peut prendre son temps et donc toujours se garder de prendre position sur ces législatives ou de s'occuper trop de politique intérieure. Le Bourget, c'est évidemment un salon français, mais c'est surtout un salon international. Ça parle beaucoup anglais ici. Et Emmanuel Macron va pouvoir donc discuter, échanger et voir ce qu'il veut mettre en avant, donc ces petites et moyennes entreprises et cette innovation française dans le domaine de l'aéronautique. Merci Alison Tassin, donc en direct du salon du Bourget. Avec nous en plateau, Jacques Maire, député La République En Marche, 8e circonscription des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron au salon du Bourget, une séquence importante, l'innovation française et les startups, on sait que pour lui c'est important. Alors, le Bourget, c'est le salon de l'aéronautique, avec une place, je dirais, du civil et du militaire. C'est une tradition pour les présidents d'être présents. C'est une tradition aussi pour les ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Je pense que c'est très important. Ça fait partie des quelques signatures économiques françaises à l'international. Notre premier excédent industriel, c'est l'aéronautique. Et voilà, et je pense que quand un président porte les couleurs de l'excellence française, c'est toujours très, très important. Jean-Sébastien Ferjou, éditorialiste à Atlantico. Là aussi, c'est dans son rôle, évidemment, à Emmanuel Macron, dont on va dire peut-être pas de chef de guerre, mais l'aéronautique, on sait que c'est un point aussi quand même important. Il continue dans son rôle. Oui, en tout son à fait. costume. Et on sait aussi que bien souvent les présidents de la République ou les ministres de la Défense sont les meilleurs VRP de l'industrie aéronautique française. Donc le salon du Bourget est le plus grand salon international du genre, donc c'est assez naturel qu'Emmanuel Macron y soit. Après, il va falloir voir de quoi il parle cette année. Il y a un enjeu notamment pour Airbus avec le Brexit. Les négociations démarrent aujourd'hui, puisque Airbus a aussi des salariés au Royaume-Uni. Il semblerait qu'il n'ait pas très envie d'y rester si ça se passe mal. Emmanuel Rivière, là aussi, on peut dire que c'est des séquences scrutées au lendemain d'une élection législative. Elle est
aller au Salon du Bourget. Et finalement, il prend tout de suite son rôle de président. Il ne s'arrête pas sur les élections législatives. La majorité absolue, maintenant, il l'a. Il est en marche, clairement. Oui, et puis je crois qu'effectivement, il complète une sorte d'album photo d'images mentales que les gens ont de leur président, associé à un certain nombre de phases. Il y a eu une phase très diplomatique à l'issue de son élection. Pendant cette phase entre la présidentielle et les législatives, il y a eu hier un moment de commémoration. Aujourd'hui, effectivement, il s'associe à quelque chose de très important parce que pour le président de la République, il y a un rôle qui lui est prêté, en tout cas par les Français, c'est celui de valorisation du savoir-faire français, de son industrie, notamment de son industrie aéronautique. On se souvient qu'on appréciait que lorsqu'il allait à l'étranger, Jacques Chirac revienne avec des commandes d'Airbus, et on pense que ça fait partie aussi de son rôle. Et ce président, je crois que ceux qui l'ont choisi un petit peu pour ça aussi, pour valoriser ce qui marche en France. Il y a une sorte de dualité chez les Français entre un sentiment dont ils ont été très imprégnés, que la France n'allait pas bien, qu'elle était en perte de vitesse, une espèce d'angoisse du déclin, et l'envie de se raccrocher aussi à des réussites, des succès. Cette dualité, elle existe chez les gens. C'est une sorte de dilemme qu'il appartenait de trancher lors de cette élection et qu'il appartient de trancher lors de ce quinquennat. C'est l'attente qu'il y a à l'égard du président de la République, c'est que pour, évidemment, avec un facile jeu de mots, remettre la France en marche, c'est sa mission. Et sa mission, ça passera sans doute par un certain nombre de succès autour des innovations, puisque c'est ce qui représente sans doute l'avenir de l'emploi de l'industrie française. C'est bien ça, relance économique, notamment par l'innovation, et mettre en avant l'excellence française dans ce domaine. Oui, et puis un thème qui, je crois, est totalement oublié aujourd'hui dans le débat politique, c'est exportation. On ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais vivre avec 45 à 60 milliards d'euros de déficit commercial année après année, c'est simplement ne pas avoir la chance de bénéficier de la croissance mondiale. Si on avait un excédent de l'ordre de 60 milliards d'euros, c'est-à-dire le même montant que le déficit, on aurait 2,5 millions d'emplois en plus en France. Donc il faut effectivement remettre les thèmes économiques et les thèmes liés à la compétitivité, à l'export, à l'innovation dans le débat politique. Il faut les faire à la fois, je dirais, à travers des mesures publiques, mais aussi en valorisant les acteurs, en valorisant les initiatives telles que le Salon du Bourget, et en étant sur toutes les niches. On ne pourra pas, je dirais, sortir la France de sa position de défense et de repli sur la carte mondiale uniquement avec l'agroalimentaire et avec l'aéronautique. Il faut des relais de croissance partout. Et donc ce relais de croissance passe notamment par la place finalement économique de la France à l'étranger, puisque là on est sur en effet tout ce qui est exportation, sur achat d'Airbus par des pays étrangers. Ça passe aussi par là, c'est ça, pas forcément que par l'intérieur, c'est-à-dire relancer l'économie du pays par l'intérieur et par les emplois, l'entreprise française, mais aussi par l'exportation. L'exportation, l'investissement étranger en France. Il y a aujourd'hui 40% des emplois industriels français qui sont détenus par des capitaux étrangers. Et si on veut aussi se développer, on parlait tout à l'heure de l'Airbus sur la Chine, aujourd'hui il n'y a pas d'exportation d'avions de façon importante sans accord de partenariat industriel avec les pays locaux. Parce qu'une compagnie importante d'un pays émergent ne va pas acheter des centaines d'avions les années après années sans retomber. Donc l'économie, elle est mondialisée. Aujourd'hui, la France doit avoir une conception globale de son insertion avec attractivité, investissement, exportation. C'est quelque chose qui a déjà été commencé depuis quelques années, mais on est très très loin du compte aujourd'hui. Il faut vraiment accélérer. Arlette, c'est l'image de la France qui est aussi en jeu dans ces innovations, notamment dans le domaine aéronautique, montrer que c'est une forte puissance. C'est aussi important pour l'image d'Emmanuel Macron en tant que président et représentant de la France à l'étranger. On l'a dit, c'est l'image traditionnelle du président de la République, le Salon du Bourget. C'est vrai qu'on est dans un pays où le président de la République, chaque fois qu'il part en voyage, on a vu, essaye de vendre des avions. Alors il faut quand même dire, tiens, sous le quinquennat précédent, tout n'a pas été absolument raté. Il y a eu notamment la vente des Rafales, ce qui était absolument incroyable. Le Salon du Bourget, pendant des années, c'était le salon où on voyait un formidable avion français, ultra performant, qui s'appelait le Rafale. Manque de chance, on voyait faire des démonstrations et on saluait la beauté et l'efficacité de l'appareil, et en même temps on n'arrivait pas à le vendre puisque personne n'en voulait, et même les présidents de la République qui revenaient de voyage, on pense à Nicolas Sarkozy en affirmant qu'il avait passé un contrat, c'était notamment le cas avec le Brésil, ça ne marchait pas, et là sous le quinquennat précédent au moins on a pu vendre des avions de combat Rafale, donc ça, point positif du quinquennat précédent.
Et point positif pour un certain ministre qui s'appelle toujours Jean-Yves Le Drian, qui a quitté la Défense pour le Quai d'Orsay, mais qui suivra notamment effectivement ces contrats de prêt pour leur mise en œuvre. Donc il y a quand même là, allez, j'ose le dire, petite continuité liée à ces appareils que sont les Rafales. Pour le reste, oui, un président de la République, c'est dans sa fonction, c'est de valoriser la technologie française. Le Salon du Bourget, Jean-Sébastien Ferjou, c'est la vitrine, clairement. C'est une vitrine pour l'industrie française. Pour l'industrie aéronautique française, oui. Après, l'industrie aéronautique fait aussi travailler un certain nombre de filières qui mettent en avant nos capacités. Mais c'est vrai, comme le dit Arlette, on voit toujours ces avions, d'innovation. Voilà, c'est mis en avant et c'est une vraie vitrine. Oui, parce que c'est le premier salon au monde dans ce registre. Donc il y a énormément de visiteurs, de gens qui viennent du monde entier. Donc effectivement, c'est une très belle vitrine, même si après ce sont des contrats qui se négocient. C'est pas comme une voiture, on fait pas des commandes d'avion comme on achète des produits plus simples. Donc bien souvent, ce sont aussi des enjeux diplomatiques, notamment pour tout ce qui relève de l'aviation militaire. Donc c'est une vitrine pour la France, mais là aussi clairement ce matin, cette séquence, c'est aussi une vitrine communication pour Emmanuel Macron quand même, cette carte postale, lui aussi, là, avec autour des avions, beau soleil, tout est très encore verrouillé, millimétré sur la communication. Je ne sais pas si Emmanuel Macron maîtrise la météo en plus de maîtriser les horloges. C'est belle image. Comme il l'entend, en tout cas, il fait meilleur qu'après l'élection de François Hollande. Incontestablement. C'est vrai qu'il a plus le droit au soleil, on peut le dire, en effet. Non, mais bien sûr, mais il est dans son rôle. Cela dit, les présidents, ils vont chaque année. Donc voilà, c'est une belle image pour lui, oui. C'est ce qu'on veut en même temps, quand même aussi. C'est ça, cette belle image. On sent quand même que voilà, ça va être assez verrouillé au niveau de la communication, que tout est calculé, millimétré. Il y a peu d'espace pour l'improvisation. C'est ce qu'on vous a dit à vous? C'est-à-dire de rester dans les clous et de rester évidemment dans ce qu'on vous demande et de faire très attention? Non, on m'a pas dit ça. On m'a dit qu'il fallait être soi-même. On a un groupe qui est très divers. On arrive avec 300 personnalités nouvelles. Certains viennent de gauche, d'autres de droite, d'autres du centre. Et on apporte tous une expérience, une expertise, une histoire de vie. Et qui n'est pas uniquement celle d'un appareil, je dirais, politique dans lequel on a passé des décennies. Et donc on nous a dit d'être soi-même, mais évidemment on nous a dit aussi d'être solidaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici, on n'est pas des professions libérales, on n'est pas des individus qui viennent simplement pour, je dirais, défendre une vision particulière. On a un projet collectif, et ce projet collectif, il est pour une bonne part, je dirais, orienté sur des axes précis en matière de compétitivité, de dialogue social et autres, mais il est aussi à construire. Et donc on est des ingénieurs, quelque part, de la construction. Et dans cette construction, il y a une part, effectivement, qui est définie par le gouvernement, puis il y a une part qui est la négociation avec les partenaires sociaux, avec les parlementaires, avec les citoyens. Donc cette démarche de concertation, elle interdit, je dirais, le caractère simpliste de dire, voilà, vous êtes tous des clones, vous allez tous dans la même direction. Non, on va faire vivre la démocratie avec les citoyens d'une manière différente. Je parle notamment de vos rapports avec les journalistes, par exemple. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on vous a dit, voilà, de ne pas parler, de ne pas trop parler, de faire attention à ce que vous dites? Pas du tout. On nous a dit, au contraire, qu'il fallait, je dirais, être en responsabilité et abandonner parfois peut-être des réflexes spontanés, je dirais, de militants engagés et récents enthousiastes. On est en responsabilité. Depuis hier soir, je veux dire, les députés En Marche sont au service de l'ensemble des Français et doivent se comporter comme tels. Et deuxièmement, on a aussi un score qui est à la fois, je dirais, exceptionnel pour créer une majorité aussi récente, mais qui nous interpelle. Moi, j'ai eu 50% de participation dans ma circonscription. C'est 7 points de mieux que le niveau national, mais c'est extrêmement faible, quoi. Et donc, il faut penser à tout le monde. Il faut penser à ceux qui ont voté pour nous, quelles que soient leurs origines. Il faut penser aussi à ceux qui n'ont pas voté. Et donc, je dirais, s'il y a une ligne de conduite pour nous, c'est responsabilité, humilité, mais aussi engagement et énergie. Hein, ça va ensemble. Emmanuel Macron, ce matin, il est dans quel état d'esprit, Arlette, quand même? Il arrive au Salon du Bourget assez léger. Je ne vais pas dire qu'il vole, parce que quand même, voilà, mais 350 sièges ce matin, la majorité absolue. C'est un bon salon pour lui ce matin, quand même. Il arrive, il est assez apaisé, on peut le dire. Oui, enfin, il faut regarder tout l'ensemble de la séquence, c'est-à-dire la création d'un mouvement. C'est ça, en un an. C'est l'ensemble, en un an. Je pense qu'il faut toujours regarder toute la séquence, hein, pour juger au fond du résultat. Il y a la création d'un mouvement, tout le monde s'interrogeait sur la solidité du mouvement, sur des gens qui, disait-on, allez, il y a un clic et vous pouvez adhérer, donc
ça ne voulait rien dire et on pensait pour certains qu'il n'y avait pas de solidité, il n'y aurait pas une vraie adhésion, c'était juste un moment. Bon, ce mouvement a fonctionné, Emmanuel Macron a été candidat, il est élu, et aujourd'hui, celui auquel on répétait, il n'y aurait pas de majorité, ça serait difficile, ça serait un retour à la 4e République avec des combines, des trucs insupportables et pas efficaces. Finalement, non seulement il y a une majorité absolue, il peut même se passer du MoDem, ce qui n'est pas souhaitable parce qu'au fond, ça montre qu'il y a quand même du pluralisme et de la diversité. Donc au fond, il en est là. Alors peut-être qu'il espérait, compte tenu des projections de la semaine dernière, avoir une majorité encore plus forte, ce qui signifierait notamment que la droite était vraiment extrêmement divisée, extrêmement affaiblie, comme l'est la gauche aujourd'hui. Bon, en tout cas, le pari est tenu. Et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent, parce que il va falloir effectivement organiser ce groupe central et majoritaire, avec des gens qui sont novices. Ça ne veut pas dire incompétents, mais ça veut dire inexpérimentés. Il faut organiser le fonctionnement, encadré, ça ne veut pas dire totalement verrouillé, mais encadré. Et puis après, ce qu'on attend, c'est le gouvernement légèrement modifié et surtout l'entrée en action. Et ce que les gens veulent et attendent, et c'est toujours la même chose, et ce qui explique le succès d'Emmanuel Macron, c'est un gouvernement efficace, une majorité qui fonctionne et des résultats. Et au fond, le meilleur moyen de lutter, de ramener les gens vers la politique et d'arrêter cet écart et ce fossé et de le réduire, c'est évidemment de produire des résultats. Il y a une obligation de résultats, et très vite en plus. Emmanuel Rivière, c'est ça. Alors c'est vrai qu'Arlette le dit, s'il faut regarder en arrière, regarder toute cette séquence, il y a peut-être un côté aussi donc de soulagement pour Emmanuel Macron. Il est arrivé au bout de ce qu'il voulait faire, soulagement pour les Français finalement, qui arrivent aussi au bout de cette séquence électorale interminable, et soulagement pour Emmanuel Macron. On peut dire ça ce matin, peut-être que tout le monde est un peu soulagé. En tout cas, il y avait assez clairement la volonté de passer à autre chose, et donc de faire une nouvelle donne politique, et les Français l'ont exprimé de différentes manières à l'élection présidentielle, qui s'est encore un peu plus affirmée, et on peut le regretter, comme la seule élection qui compte, sans vouloir porter ombrage à l'élection législative. Mais comprenez bien que ce que je veux exprimer, c'est le regret que cette élection législative soit désormais tellement subordonnée à l'élection présidentielle que les gens la boudent en se demandant pourquoi, 6 semaines après, alors que le verdict a été posé, il faut revoter. Mais si on prend la séquence effectivement comme un tout, et je pense que c'est ça qu'il faut faire, oui, il y a évidemment la satisfaction, je pense, pour le président de la République, pour sa majorité, d'avoir cette majorité absolue, sans le MoDem, d'avoir, sinon les coups des franges, du moins le groupe qu'il faut pour appliquer une politique. Et d'une certaine manière, c'est ce que les Français souhaitent ou ce à quoi ils ont consenti. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment les deux phénomènes, un intérêt pour Emmanuel Macron, qui l'a porté en partant de rien à cette première place du premier tour de l'élection présidentielle, qui a fait tout le reste, puisque face à Marine Le Pen, il ne pouvait que gagner, et un certain nombre de Français qui, constatant leur défaite, se disent « mais on va voir, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose sans doute d'intéressant, une curiosité, de la méfiance, mais une curiosité, donc il faut maintenant passer à l'action ». Et rendant cette période entre la présidentielle et la législative un peu hybride, entre l'envie qu'on avait de voir ce président dérouler maintenant ce qu'il devait apporter à la France et cette question politique difficile à articuler avec un débat qui n'a pas vraiment pris, lié au fait aussi que la victoire d'Emmanuel Macron a un peu déboussolé à droite comme à gauche, et que c'était sans doute difficile d'articuler un projet, une alternative, une option claire pendant cette campagne, ce qui explique cette abstention massive à laquelle, Monsieur le maire, vous faisiez référence tout à l'heure. Mais ce que je trouve frappant, notamment par rapport à ces images de ce matin au Bourget, c'est qu'on a un très fort contraste entre une construction politique ex nihilo. On a parlé d'En Marche comme une espèce de fonctionnement en start-up, avec effectivement un recrutement très diversifié, une espèce d'invention en marchant aussi. Et les premiers pas en tant que président de la République d'Emmanuel Macron, extrêmement classiques. Très président, très traditionnel, au sens de l'incarnation, de la représentation, de la fonction, dans ce cas-là, de plus régalien, comme si Emmanuel Macron s'appliquait, c'est une hypothèse, à
prendre un petit peu le contre-pied de son prédécesseur et faire l'analyse de ce qui n'a pas marché dans le quinquennat précédent, où la forme politique autour du Parti socialiste et la construction de la majorité, pour le coup, était dans le pur classicisme, peut-être d'ailleurs une bonne traduction pour gagner le pouvoir de ce qu'était la construction des équilibres à gauche, des majorités, des alliances, etc. Et un président, en revanche, assez différent de cette volonté d'incarner la fonction, la théorisation du président normal, qui n'a jamais pris ce président dont on disait qu'il était sans communication, et qui ne s'est pas appliqué, effectivement, à donner patiemment et méthodiquement tous ces signes de présidentialisation que l'on voit aujourd'hui investis par Emmanuel Macron. Pour revenir sur les projections étaient un peu plus grandes, vous donnez plus de 400 députés, c'est quand même une large victoire, vous avez la majorité absolue, 350 députés, vous n'êtes pas déçus quand même? Absolument pas. On n'est pas déçus, je veux dire, dans ma circonscription, Sèvres, Chaville, Meudon, Marne-la-Coquette, Ville d'Avray, Vaucresson, donc on voit la banlieue résidentielle de l'Ouest, 50 ans de députation entre Claude Labbé et Jean-Jacques Guillet, donc très marqué du point de vue politique, et une alternance avec une majorité dans toutes les communes, avec un score à la fin de 60,61%. Voilà. Donc on a, je veux dire, c'est enthousiasmant. En même temps, le petit, je dirais, reflux qu'on a vu effectivement entre les deux tours, nous on l'a vécu, et on l'a même vécu avant le premier tour. C'est-à-dire qu'on voit effectivement que la France à deux vitesses s'exprime aussi dans les quartiers. On avait à peu près 35 à 40% des inscrits dans les environnements les plus à l'aise, et 10% des inscrits dans les autres environnements. Donc, moi, je regrette absolument rien dans ce qu'on a fait. On a mené une bataille aussi pour l'implication, pour la participation dans les catégories et dans les plus populaires. C'est le plus difficile, mais c'est là qu'est l'épreuve de vérité. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que ça l'arrange pas quand même Emmanuel Macron un peu d'avoir peut-être une majorité un peu moins forte, parce qu'en même temps on ne pourra pas lui reprocher d'avoir un débat monocolore et une assemblée monocolore sans aucun débat. Pour le coup, il va y avoir quand même du débat. Oui, probablement. Ça l'arrange peut-être un peu aussi. De toute façon, il y aurait eu un débat. Tant qu'il a la majorité absolue. Il y aurait toujours eu un débat, même s'il ne s'était pas passé à l'Assemblée. Enfin, les débats, ils se passent aussi assez largement dans les médias ou à la télévision notamment. Maintenant, effectivement, c'est un très bon résultat quand on regarde l'ensemble de la séquence. Si on regarde le détail des chiffres, on se rend compte aussi qu'hier, il y a un peu plus de 7 millions de voix qui sont portées sur des candidats En Marche, ce qui est quand même nettement moins que les majorités précédentes. En 2012, le Parti socialiste avait recueilli 11,5 millions de voix. Les Républicains qui avaient perdu les législatives en avaient, eux, plus de 10 millions. Donc, c'est-à-dire 3 millions de voix en plus que celles qui se sont portées sur la République En Marche hier. Donc, il y a incontestablement un bon résultat parce que tous les autres ont fait moins bien à l'heure actuelle. Donc c'est assez paradoxal d'entendre Jean-Luc Mélenchon notamment prétendre annexer l'abstention, alors que quand on regarde dans le détail dans sa circonscription à lui, il me semble que l'abstention elle est à 64%, 68% dans celle où Clémentine Autain a été élue. Donc c'est assez étrange d'entendre d'autres personnalités politiques contester la légitimité de la République En Marche. Maintenant, ça reste en relatif une victoire qui est quand même assez, je ne sais pas s'il faut dire fragile, parce que les autres étant encore une fois très faibles, ils sont devant et leur légitimité est incontestable. Mais tout est à construire maintenant parce que globalement, la France est quand même dans un changement d'air, mais un changement d'air qui se fait un peu sur un champ de ruines. Et vous parliez des catégories populaires, mais je pense que c'est effectivement une des clés des 5 années à venir, parce qu'on voit bien que la sociologie et des candidats de la République En Marche et des électeurs de la République En Marche, c'est une certaine France. Il y en a une autre qui ne se retrouve pas dans la situation politique actuelle, et il faudra bien réussir à l'intégrer si on veut éviter des accidents démocratiques dans l'avenir. Tous les partis d'opposition ont parlé de cette fameuse dose de proportionnalité. Alors, il l'a aussi dit Emmanuel Macron, mais finalement, Emmanuel, tous les partis sont représentés. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire, finalement, cette proportionnalité ? Pas pour le MoDem, parce que le MoDem, s'il y avait eu la proportionnelle, aurait eu moins de députés que ce qu'ils ont obtenu. Mais finalement, on se dit que... En général, d'ailleurs, ceux qui font partie de la majorité auraient eu moins, parce qu'En Marche aussi aurait eu moins. Il reste un contraste entre le score de Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle et puis les 8 députés que le Front National obtient. Oui, mais c'est les présidentielles pour le coup. Oui, là, on est dans les législatives. Voilà. Donc on est dans un
on est, conscient, on est dans un mode de scrutin qui favorise les partis majoritaires, qui défavorise les petits partis. On n'est pas les seuls, c'est le cas également en Grande-Bretagne. Autour de nous, un certain nombre d'autres démocraties fonctionnent autrement. Ils fonctionnent avec une autre culture politique qui est celle de la recherche de compromis, la recherche d'alliances avec des majorités composites, ce qui ne serait pas incompatible d'ailleurs avec le schéma intellectuel proposé par le président de la République et par En Marche. C'est pour ça qu'il y a aussi sans doute une occasion à trouver. La proportionnelle fait partie d'ailleurs des outils ou des réflexions qu'on peut avoir par rapport à ce taux d'abstention élevé aux législatives. Il est peut-être exceptionnellement élevé en raison de la séquence politique particulière qu'on vient de suivre. Mais il est de toute façon questionnant. C'est-à-dire on ne peut pas se satisfaire, je crois, durablement d'un écart de 25 points entre le taux de participation à la présidentielle et le taux de participation à la législative. Ça pose un certain nombre de questions auxquelles il faudra bien répondre d'une manière ou d'une autre. Alors on parlait... Jean-Sébastien. Il y a toujours un élément dont on oublie en général de parler quand on pense en termes de réforme institutionnelle, mais ça a une conséquence quand même sur les résultats, c'est la carte électorale, parce que les circonscriptions, elles sont découpées d'une certaine manière, et vous les découperiez autrement. On a vu, il y a un certain nombre de circonscriptions où ça se joue à quelques voix près, donc notamment pour la représentation des fameuses catégories populaires. Quand vous avez des circonscriptions où c'est fort de neutraliser les choses en mettant, quand vous les regardez, la carte des circonscriptions, géographiquement, elle n'a pas beaucoup de sens. En général, on essaye d'équilibrer un quartier populaire avec un quartier plus résidentiel parce que la majorité au pouvoir essaye de se créer la carte qui la favorisera dans l'avenir, ce qui en général se retourne contre elle. Mais peut-être est-ce qu'il faudrait le faire de manière moins politique en réfléchissant un peu plus à la représentativité réelle de l'Assemblée qui ressort de cette fameuse carte électorale. Alors sur la correction des projections, il y a aussi notamment le Front National qui fait plus que ce qui était projeté. Le Front National, donc 8 députés, 5 dans le bassin minier. Et ce matin justement, Marine Le Pen, elle a tenu une conférence de presse il y a quelques minutes dans le Nord avec ses 4 nouveaux députés. Et clairement, pour elle, il n'y a plus de plafond de verre. On l'écoute. Il est évident que nous sommes nous entrons aujourd'hui à 8 députés, ce qui est historique dans un système avec un mode de scrutin majoritaire à 2 tours. Nous avions 2 députés il y a 5 ans, mais 2 députés élus en triangulaire. L'intégralité des députés aujourd'hui du Front National sont élus en duel. Et je vous annonce donc la disparition, même s'il n'a jamais existé, mais il existait dans vos têtes, du plafond de verre. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui n'existait pas que dans les têtes, c'était le Front républicain et le fait qu'à un moment donné, effectivement, le Front National était confronté au fait qu'il y avait très peu de réserves de voix et que les autres partis se liguaient contre le candidat restant et opposé au Front National, qui l'empêchait de gagner des circonscriptions autrement qu'en triangulaire. Il y a des exceptions. Il y a eu des députés Front National dans le passé. Là, c'était des duels. Et effectivement, quand on regarde... Et des duels systématiquement par rapport à des candidats En Marche ou Modem. C'est-à-dire qu'il y avait des duels dans le Nord contre 2 candidats communistes qui ont été élus, avec des bons reports probablement des électeurs En Marche vers des candidats communistes. Et à l'inverse, il y a eu des mauvais reports, semble-t-il, qui ont permis l'élection de Louis Alliot, par exemple, qui était certes en tête, mais à un niveau assez faible, et pas très loin devant la candidate En Marche qui était face à lui. Je crois que c'était une femme. Et voilà, et en fait, il a bénéficié d'une marge de progression de plusieurs milliers de voix qui était apparemment introuvable dans le réflexe ancien qu'avaient les électeurs. Mais je crois qu'il y a beaucoup de citoyens qui, tout en n'étant pas électeurs du Front National, tout en se méfiant du Front National, trouvent aussi qu'il y a un décalage et que ça pose un problème démocratique dont ils soupçonnent qu'il alimente le Front National, quand le Front National peut se prévaloir d'avoir une représentation très en deçà de son impact et de son influence réelle dans le pays. Et Macron est en train de quitter la parade aérienne donc au salon du Bourget. Emmanuel Macron qui va donc aller visiter le salon. Notre journaliste Alison Tassin qui le suit nous dit que normalement au programme ça durait au moins 5 heures. Donc Emmanuel Macron va prendre son temps. Emmanuel Macron qui doit avoir conscience, Jacques Maire, donc que l'opposition à l'Assemblée va être quand même, on peut le dire, personnifiée, notamment avec une Marine Le Pen qui fait son entrée à l'Assemblée.
Oui, on aura des figures... des grandes voix, si on peut dire. Qui vont prendre de l'espace. Oui, je ne sais pas si je voulais le dire, mais Arlette, je vous laisse le dire, vous l'avez dit. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut formuler la chose. C'est peut-être un peu vulgaire, mais ça correspond assez bien à la réalité. Je vous laisse le dire. Donc, qui vont occuper certainement en bonne partie l'espace médiatique, au-delà de leur part de marché politique. Et c'est normal, c'est le jeu, faut pas s'en émouvoir. Après, moi, je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que le débat démocratique, il aura naturellement lieu au sein de la majorité. Comme je le disais tout à l'heure, on a une majorité qui est, je dirais, à la fois très importante, mais qui regroupe des gens qui viennent à la fois de gauche, de droite et du centre. Et puis on a aussi une Assemblée nationale et un Sénat, et on peut être, sans faire de projection, persuadé que le dialogue important sera aussi celui entre le Sénat et l'Assemblée nationale. De ce point de vue, moi je suis très... Élection sénatoriale en septembre. Voilà, je suis très confiant, c'est-à-dire que si on est capable de faire un bon niveau de synthèse, avec un bon niveau de débat, je dirais, au sein d'un groupe, et quand on voit effectivement ce qu'a été la performance aussi d'Emmanuel Macron, pour la loi Macron, dans son rapport avec l'opposition, dans son rapport avec sa volonté de coaliser les énergies pour des projets communs, je pense que cette espèce d'activité tribunicienne de certains d'entre eux, comme Mélenchon ou comme Madame Le Pen, resteront probablement à la surface des choses. Marine Le Pen, à l'Assemblée, on explique, Arlette, ils n'ont pas de quoi former un groupe, puisqu'ils n'ont pas 15 députés, ils en ont 8. Donc leur prise de parole va quand même être limitée, c'est bien ça ? C'est très limité, effectivement, quand on n'a pas de groupe pour s'exprimer sur les moyens de fonctionner. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a bien entendu Louis Alliot, déjà, aujourd'hui, lancer des appels à certains élus, divers droite ou autres. Alors, évidemment, on pense que Nicolas Dupont-Aignan est élu, lui aussi, pourrait rejoindre ce groupe pour tenter justement de former un groupe parlementaire, mais ils auront quand même du mal à effectivement arriver à 15. Donc c'est difficile pour le Front National, alors que Jean-Luc Mélenchon aura la possibilité évidemment de créer un groupe, ça veut dire de s'exprimer, de poser des questions il va s'exprimer facilement dans les débats, donc il aura une facilité d'expression. Donc pour Marine Le Pen, il faudra trouver un moyen de faire comprendre à ceux qui regardent les débats parlementaires notamment qu'elle existe. Donc il y a à l'intérieur de l'hémicycle, comment va-t-elle faire ? Encore une fois, c'est difficile. On a bien vu que Marion Maréchal Le Pen ou Gilbert Collard, à l'intérieur de l'hémicycle, n'ont pas été particulièrement, de fait, présents pendant un quinquennat. Et on s'exprime beaucoup dans les couloirs. Il y a un endroit qui s'appelle la salle des 4 colonnes, qu'on demandera peut-être aux élus d'En Marche de ne pas trop fréquenter, voilà, pour ne pas avoir la tentation de répondre nous a dit que aux questions des journalistes qui sont un peu comme ça... toujours présents, essayant d'avoir une petite phrase. En revanche, pour Marine Le Pen et les autres élus, s'ils n'arrivent pas à trouver d'autres députés acceptant de travailler avec eux au sein d'un groupe, effectivement, ça sera beaucoup dans les couloirs. Sinon, il y aura des séances d'actualité qui seront sûrement bruyantes, évidemment. Mais j'allais dire, en même temps, suivant la bonne expression, c'est mieux, évidemment, je crois que c'est une bonne nouvelle quand même pour cette majorité que des personnalités comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon puissent avoir... Au débat, quoi, ça voilà, c'est nécessaire au débat. Il y a une semaine, on disait « Ah, mais alors, il y a une disparition totale de l'opposition. Et quand l'opposition n'est pas au Parlement, où s'exprime-t-elle ?» Alors on disait « Oh là là, il y a un risque de cette expression dans la rue. » Donc il y a aujourd'hui une expression parlementaire. Ça ne veut pas dire que... on a bien compris dès hier soir que certains élus des Insoumis se disent aussi on va organiser la colère dans la rue. Mais il y a quand même une expression légitime qui va effectivement intervenir à l'intérieur de l'hémicycle. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, oui, même si ça annonce des séances assez rudes, que ces grandes gueules, pardon de le dire comme ça, mais il y en a beaucoup dans la France insoumise, évidemment, qui pourront participer au débat. C'est quand même beaucoup plus sain, même si c'est difficile à gérer pour un ministre, pour un président de l'Assemblée aussi, d'où l'importance du choix du président ou de la présidente de l'Assemblée. Alors, il nous reste une petite minute, 137 sièges pour les Républicains. Les Républicains, quand même plus divisés que jamais. On se demande, Jean-Sébastien Ferjou, 1, 2, 3 groupes, qui va être l'opposition, qui vont être les collaborateurs. On a du mal à savoir, là, quand même, finalement, alors que ça devrait être, dans les chiffres, le premier parti d'opposition.
Oui, tout à fait. Mais on voit bien qu'il y a deux grandes lignes. On peut s'attendre à plusieurs groupes, mais c'est un dilemme pour les Républicains, parce que s'il y a plusieurs groupes en termes de financement ou d'influence, forcément, ça a des conséquences et ça peut empêcher les Républicains, justement, d'incarner pleinement leur rôle de premier parti d'opposition. En même temps, ça n'a pas beaucoup de sens d'imaginer un groupe avec des gens qui, pour les uns, sont prêts à voter la confiance au gouvernement et pour les autres, ont l'air déterminés à être dans une posture d'opposition plus stricte. Ok, merci à tous les quatre. L'Assemblée nationale qui fait peau neuve, et bien justement, c'est notre thème pour l'émission qui vient juste après le journal de Julien Domel.